Chers amis, Shabbat Shalom, je suis heureux de vous retrouver pour une étude, un commentaire de la Sidra de Vaïgash. Cette Sidra de Vaïgash, avant-dernière du livre de Bereshit, vient suivre la Sidra de Miketz et raconte les aventures, les pérégrinations de Yosef et de ses frères. Dans la paracha précédente, dans celle de Miketz, nous avons vu comment Yosef, d'esclave vendu injustement par ses frères, devient vice-roi d'Égypte. Et comment les frères sont amenés à se prosterner devant ce vice-roi d'Égypte qu'ils ne reconnaissent pas, alors que Yosef, bien sûr, les reconnaît. Ils se prosternent devant lui, réalisant ainsi la prophétie, le rêve que Yosef avait eu tel qu'il a été exprimé dans la paracha de Vaïeshev. Les étoiles, la lune, le soleil se prosterneront devant Yosef. Yosef, désormais, est dans ce face-à-face incroyable avec ses frères. Yosef a utilisé une ruse, un stratagème, pour tester ses frères. Lorsqu'il a fourni du blé à tous ses frères, y compris à Binyamin, qui était venu exprès parce qu'il l'avait demandé, il a fait remettre la coupe dite magique. Elle n'est pas si magique que ça, mais la coupe avec laquelle Yosef prétend, le vice-roi d'Égypte prétend deviner, à faire des arts divinatoires, et il l'a fait remettre dans le sac de Binyamin pour accuser faussement Binyamin de vol. Yosef a envoyé son fils Ménaché qui a rattrapé le groupe des Hébreux qui s'était éloigné d'Égypte. Ils ont fouillé les sacs et ils ont trouvé effectivement la coupe dans le sac de Binyamin. Binyamin est désormais accusé de vol de lèse-majesté, puisqu'il s'agit du vol d'un objet extrêmement précieux, la coupe divinatoire du vice-roi d'Égypte. Tout le monde est ramené au palais, et Yosef désormais va pouvoir tester ses frères. Lui avait été vendu très injustement par ses frères comme esclave. Aucun n'avait eu pitié de lui, si ce n'est Réhouven. Là, ses frères vont-ils avoir la même attitude vis-à-vis de Binyamin, faussement accusé? Vont-ils être solidaires? Vont-ils prendre sa défense? Ou vont-ils l'abandonner à son sort? C'est cela, sur ce suspense, si je puis m'exprimer ainsi, que nous a laissé la paracha de Miketz. Commence la paracha de Vaïgash. Vaïgash est là, Yehuda. Yehuda s'est approché, j'ajouterai menaçant, vers le vice-roi d'Égypte. Vayomer, il dit, Bi Adoni, je t'en prie, mon maître. Yedaber na'avdecha davar be'ozne Adoni. Que ton serviteur, moi-même, puisse dire des paroles aux oreilles de mon maître. Et que ta colère ne s'enflamme pas contre son serviteur. Qui kamocha keparo, qui est comme toi, qui est comme Pharaon. Yehuda use de plusieurs stratagèmes pour montrer qu'il va être solidaire avec son petit frère Binyamin, faussement accusé. Il avance menaçant, prêt à en découdre, prêt à se battre, mais il donne encore beaucoup d'honneur et beaucoup de kavod au roi d'Égypte, qui kamocha mi kamocha keparo, qui est comme toi, comme Pharaon. Rashi dit, Chashuvata beinai kemelech, tu es comme moi, comme un roi, équivalent au Pharaon. Mais évidemment, Rashi ajoute que cette phrase contient en elle les germes d'une menace. Il est écrit en Midrasho, Rashi. Le Midrash dit, Sofra la côte, à la fin tu seras frappé. Alav betzaraat, tu seras frappé par cette terrible plaie de Tsaraat, que Moshe laka paro aliede zikanti Sarah, comme ton ancêtre le pharaon a été frappé de plaie lorsqu'il a voulu enfermer mon aïeul Sarah. Aïla echat achat sheikvas, sur cette nuit effectivement où il a voulu la retenir. Il est donc menaçant. Il dit aussi, Davar Acher, toujours Rashi, Ma paro gozer veino mekayem, de la même façon que le pharaon il décrète et il ne peut pas accomplir. Maftiar veino, c'est il promet et il ne peut pas faire. Afataken, toi aussi tu n'as pas cette force-là. Donc vous voyez qu'il y a à la fois déférence vis-à-vis du roi, mais aussi une menace. Menace dans les paroles, même si elles sont sous-entendues.
menace physique, va, il gâche, c'est dur, il approche durement. Et le Baal HaTurim, qui est un commentateur, explique la gematria de Vaïgash Elav Yehuda, Yehuda s'est approché, est équivalente à la gematria de la phrase Zehu le ilachem im Yosef, c'est pour combattre Yosef. Et une autre gematria en même temps nous dit que ça a la même valeur numérique que les lettres formant la phrase Gam Nirnas ou Fayeso, il est aussi entré pour le calmer. Donc nous avons ici maintenant une confrontation entre Yehuda, qui représente tous ses frères et qui a compris qu'il faut défendre Binyamin, entre parenthèses, le test de Yosef a réussi, et Yosef qui représente l'Égypte, du moins aux yeux des Hébreux. Si on regarde, dit le Baal HaTurim, ce qu'on appelle les Sofet Tevot, c'est-à-dire les fins, les lettres qui terminent les trois mots Vaïgash, Elav, Yehuda. Nous avons un Shin, Vaïgash, Elav, un Vav, Yehuda, un He. Ces trois mots-là, dit le Baal HaTurim, Sofet Tevot, Shavé. Ça fait le mot Shavé en hébreu, ce qui veut dire équivalent. Il lui a dit le Baal HaTurim, il lui explique, Yehuda lui dit, Ani Shavé Lecha, je te vaux, je suis ton équivalent. Que Moshe ata melech, gam ani melech. Comme toi tu es roi, vice-roi d'Égypte, moi aussi je suis le roi. Et je voudrais, chers amis, marquer une pause et approfondir notre réflexion sur ce Baal HaTurim, sur cette expression, de la même façon que toi tu es le roi, moi aussi je suis le roi. Le sens simple voudrait montrer que toi tu es le maître de l'Égypte, le vice-roi d'Égypte, il n'y a que Pharaon au-dessus de toi. Moi, je suis le maître de mes frères, le chef de clan, le chef de la tribu, celui évidemment qui sera l'ancêtre de la royauté en Israël. Donc deux rois qui se confondent. Là-dessus, le Rav Zevin, dans son livre La Torah et la Moadim, nous rapporte un pasouk des Tehilim. Tehilim qui nous dit Ki hine amalachim nohadu avru yarda. Il s'agit du Tehilim 48 et du pasouk numéro 5. Ce qui veut dire, voici, les rois se sont concertés et ensemble ils avancent. C'est assez extraordinaire qu'on nous cite ce pasouk des Tehilim comme si ces deux rois qui sont dans une confrontation a priori de deux nations antagonistes, l'Égypte et Israël, le pasouk déjà a compris que ces deux rois-là, ce qu'ils représentent, s'unissent et marchent ensemble. En vérité, explique le Rav Zevin de façon extrêmement intelligente et extrêmement fine, ici, si Yehuda représente bien la royauté d'Israël, Yosef ne représente pas la royauté de l'Égypte. C'est un Hébreu qui est resté fidèle au judaïsme et à la Torah de son père en Égypte, même s'il est monté tout en haut de l'échelle sociale égyptienne. En vérité, il s'agit ici effectivement de la confrontation de deux rois. Ces deux rois représentent deux kohot, deux forces qui existent dans le peuple d'Israël. Yehuda, bien sûr, représente le peuple juif. Les juifs sont appelés Yehudim, des juifs. D'après le nom même de la tribu de Yehuda, c'est historique parce qu'effectivement, à la mort du roi Salomon en moins 930, son royaume s'est divisé en deux, 10 tribus au nord, le royaume d'Israël, 10 tribus au sud, le royaume de Yehuda, 2 tribus au sud, le royaume de Yehuda, Binyamin et la tribu de Lévi. La tribu de Yehuda étant majoritaire, les habitants de ce royaume vont s'appeler les Yehudim, les gens habitant le royaume de Yehuda, dont nous sommes les descendants, nous les Juifs. Yehuda, c'est également l'ancêtre du roi David et également l'ancêtre du Mashiach, il représente la royauté, le pouvoir en Israël. Donc ça, c'est très clair. Yosef, en quoi Yosef, lui, représente-t-il Israël, le peuple juif dans son entier? Il y a un pasouk, il est écrit dans Amos au chapitre 5, pasouk Tetva, pasouk 15, il écrit le pasouk suivant,
Ulai yechenan Hashem Elokei Tsevaot she'erit Yosef. Peut-être que Hachem l'Éternel prendra en pitié, en grâce, Hachem, le Dieu des armées, les rescapés de Yosef. Et dans le contexte du Passouk, il ne s'agit pas seulement des descendants Yosef, c'est-à-dire des tribus d'Éphraïm et de Menaché, mais de l'ensemble du Ham Israël dont le prophète Amos parle. Donc il se trouve bien que le peuple juif parfois est qualifié de Yehuda ou descendant de Yehuda, Yehudim, les juifs, tout simplement. Et parfois, on attribue à l'ensemble du peuple d'Israël le nom de Yosef, bien que physiquement nous ne descendons pas de Yosef, l'esprit de Yosef est sur nous, donc on appelle effectivement le peuple juif Yosef. Et comme je l'ai dit, il s'agit donc de deux kochotes, de deux forces dans le peuple juif. Yehuda, tout d'abord, évidemment, Yehuda, il représente, lors de sa confrontation avec le vice-roi d'Égypte, les Hébreux restés sur leur terre, sur la terre d'Israël. Ce qu'on appelle la avoda be'it galout, c'est-à-dire un service de Dieu dans un dévoilement total. On habite en Israël, on vit en Israël, on est fier de notre identité juive, on ne vit pas caché, on vit totalement dévoilé. Plus tard, le temple de Jérusalem se reconstruit, et puis ensuite détruit, mais en tout cas, sur la terre d'Israël, il n'y a pas double vie. On n'a pas à masquer, à cacher. C'est l'avodat Hashem be'it galout, dévoiler son service d'Hachem au vu et au su de tous et devant toutes les nations. Assumer notre judaïté sur la terre d'Israël. Ça, c'est Yehuda. De l'autre côté, Yosef, c'est plus compliqué, Yosef. Yosef, c'est déjà un homme dans son caractère qui a une sorte de double facette. C'est un homme qui, lorsqu'il est jeune homme, est qualifié de Nahar. Nahar, Rachi explique très bien, il veut plaire. Il veut que son aspect physique plaise, s'arrange les cheveux, se maquille, c'était la mode à l'époque. Et puis, pourtant, c'est un homme d'une réflexion extrêmement profonde, ce qui est traduit par les rêves qu'il fait, les rêves étant certes des rêves prémonitoires, des messages qu'Hachem envoie, mais aussi l'émanation de sa réflexion quotidienne. Il y a dans la sagesse de Yosef quelque chose d'extraordinaire. Déjà donc une double facette. Yosef s'améliorera, il arrivera à corriger ce sentiment d'orgueil de sa jeunesse pour devenir Yosef le juste, Yosef Hatzadik. Mais tout de même, il est vice-roi d'Égypte. Alors d'un côté, il est fidèle à la tradition d'Israël, à la tradition de son père Yaakov, surnommé Israël. Lors de succomber face à la tentation de la femme de Poutifar, il voit apparaître le visage de son père. Il respecte toutes les lois juives que son père lui a enseignées, la cacheroute, le Shabbat. Il conserve sa barbe, signe d'une identité sémite et non pas d'une identité égyptienne. Les Égyptiens, les pharaons, comme on le voit sur les bas-reliefs, les hiéroglyphes, sont tous rasés de près. Et pourtant, il est habillé à l'égyptienne. Il dirige un pays égyptien. Il parle la plupart du temps l'égyptien. Il est le juif de la galoute, le juif de l'exil. Yosef représente véritablement le juif de l'exil. Et d'ailleurs, le premier exil pour le peuple juif, c'est bien celui de l'Égypte. Il n'est pas tout à fait, comme on dit, toho kebaro, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est un judaïsme plus caché. Et la confrontation entre les deux frères est vraiment une confrontation qui traduit ou témoigne de cette tension existante dans le peuple juif. Être juif en Israël et fier de l'être, dévoilé au vu au su de tous, habillé comme un hébreu, parlant l'hébreu, ou être juif de la galoute, parlant l'égyptien, bien qu'étant respectueux et fidèle à la tradition d'Israël, vivant Torah et mitzvot, mais quand même habillé à l'égyptienne. Être dans la société égyptienne, juste au sommet de cette société égyptienne. Tension, laquelle de ces deux forces prendra le dessus? Et c'est cette tension qui est palpable au début de la Sidra de Bereshit. Vaïgash elav Yehuda. Yehuda veut assurer la suprématie
du juif, de l'hébreu sur sa terre par rapport au juif de la galoute. Et pourtant, la rencontre entre les deux frères est une rencontre extraordinaire. Yosef se dévoile. Yosef se dévoile. Vayomer Yosef el Echav, Yosef dit à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef. Aod Avichai, est-ce que mon père est toujours vivant? Les retrouvailles des deux frères, du frère et de tous ses autres frères, plus exactement, vont être fortes et émouvantes, extraordinaires, une sorte d'happy end. Toute la famille se retrouve et le suite de l'histoire, c'est que Yosef fera venir tout le monde en Égypte, en galoute, et que les Hébreux resteront 210 ans en galoute avant d'être libérés par Moshe de l'esclavage qui ne surviendra qu'une centaine d'années après. Cette confrontation entre Yehuda et Yosef, finalement, elle n'a pas de vainqueur. Pourquoi? Parce que, comme on dit Maaseh Avot, Siman Labanim, tout ce qui arrive à nos patriarches, c'est une prémonition, c'est un chemin tracé pour ce qui arrivera aux générations futures. Le peuple juif vivra sur sa terre souverain. Après l'entrée de Josué, de Yoshua sur la terre d'Israël pendant plus de 400 ans, destruction du premier temple de Jérusalem, 70 ans d'exil, et puis retour. Et à nouveau, pendant plus de 400 ans, le peuple juif sera souverain sur sa terre, jusqu'à l'arrivée des Romains, perte de l'indépendance en moins 63, plus 70, destruction du deuxième temple de Jérusalem, et un exil extrêmement long qui va durer, j'allais dire, jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948, exil qui n'est pas tout à fait terminé puisque tout Israël n'est pas reconnu comme juif par l'ensemble des nations et que le temple, bien sûr, n'est pas reconstruit. Il y a donc un temps de la galoute, un temps de l'exil et un temps de l'existence d'Israël sur terre. Yehuda représente le juif sur sa terre, fier, sans fierté, sans orgueil, mais fier d'être juif, vivant sur sa terre, au vu et au su de tous. Ça, c'est Yehuda. En face, Yosef, c'est le juif de la galoute, celui qui a passé tant d'années en dehors d'Israël. Alors on serait tenté de dire, mais c'est extraordinaire, l'idéal c'est bien Yehuda, Yosef c'est pas très bien, c'est un juif de seconde catégorie, le juif de la galoute. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Certes, l'idéal étant bien le retour du peuple juif sur sa terre, souverain, comme Yehuda le représente. C'est vrai. Mais les années passées en exil n'ont pas été stériles. La galoute, l'exil, a été extraordinaire pour le peuple juif. Malgré les persécutions terribles que nous avons subies, malgré l'assimilation galopante, il y a eu de belles pages. Maïmonide, Rachi ont écrit en exil, le Talmud Bavli, le Talmud de Babylone, le chassidisme, le Gaon de Vina et ses disciples, les rabbinim du Maroc, d'Algérie, etc., etc. Le peuple juif en galoute a su produire, ne s'est pas détruit, a su produire, a su construire, a su exister. Yosef et Yehuda, finalement, sont les deux facettes du peuple juif, les deux temps que le peuple juif va vivre. Yehuda est l'exemple des juifs sur leur terre. Yosef, lui, représente l'exemple à suivre pour les juifs plongés, bien malgré eux, on n'a pas cherché, dans la galoute. Et il fallait ces deux exemples-là dans la Torah pour que le peuple juif puisse vivre ces deux étapes. Celle de la galoute, extrêmement longue pour la dernière période, plus de 2000 ans. Celle de la galoute, et puis celle du retour sur la terre d'Israël. Et nous espérons, bien sûr, que ce retour soit définitif, qu'Akadosh Baruch Hu bénisse et protège la terre d'Israël, la terre d'Israël, ce lieu extraordinaire où le judaïsme s'est tant développé, et que nous puissions tous nous rejoindre, y compris ceux qui se sont perdus dans l'assimilation, les descendants de telle ou telle tribu, que nous puissions tous nous retrouver, bimera beyameinu, très très vite,
Birushalayim, à Yerushalayim Abnouya reconstruite. Shabbat Shalom à tous, je vous remercie.